Les dates des deux tours de l'élection présidentielle à Madagascar sont connues. L'annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre Christian Tse. Il met ainsi fin à des semaines de spéculation. Nouakchott, la capitale mauritanienne, se prépare pour le 31e sommet ordinaire de l'Union africaine. Il doit réunir une quarantaine de chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron. Enfin, l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé jeudi soir la libération de Derna, bastion des islamistes radicaux et seule ville de la région orientale qui échappait à son contrôle. Voilà pour les titres de cette session de l'information sur SICA. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Les deux tours de l'élection présidentielle à Madagascar ont été fixés au 7 novembre et 19 décembre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le Premier ministre Christian Tse. Il met ainsi fin à des semaines de spéculation sur la date du scrutin sur fond de crise politique. Images et son. Aujourd'hui, le Conseil du gouvernement, après avoir examiné la proposition du CENI, après avoir examiné la prise en compte aussi des positions des uns et des autres, vient de décider que la date des élections est comme suit. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 7 novembre et le second tour aura lieu le 19 décembre. J'espère que la sortie de ces dates sera un moyen pour renforcer l'apaisement politique et nous mener vers une vraie élection qui va résoudre le problème de Madagascar, a ajouté le Premier ministre à Antananarivo. La grande île, située dans l'océan Indien, est secouée depuis fin avril par une crise ouverte entre le président Eri et l'opposition. La situation semblait s'être apaisée avec la formation mi-juin d'un gouvernement de consensus auquel participe l'opposition. Les fonds ne sont pas réunis, mais vous savez, dans tout processus électoral, on mobilise les fonds jusqu'aux dernières minutes. Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Comme les élections, c'est la priorité du gouvernement actuel, nous sommes confiants que nous allons faire notre mieux pour rassembler les fonds qu'il faut pour avancer. Les dates de la présidentielle annoncées vendredi ne sont pas toutefois conformes à une récente décision de la Haute Cour constitutionnelle pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. La plus haute instance juridique de Madagascar avait décidé d'accélérer le calendrier électoral et exiger que l'élection présidentielle soit organisée d'ici la fin de la saison sèche, c'est-à-dire d'ici septembre-octobre et non plus à la fin 2018. Le président Eri Rajaonarimampianina, élu en 2013, n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat cette année. En revanche, les anciens chefs de l'État Andry Rajoelina, élu en 2009 et 2014, et son prédécesseur Mak Ravalomanana, 2002-2004, ont laissé entendre qu'il se présenterait. Dans la capitale mauritanienne, un nouveau centre de conférence a été bâti et de nouvelles routes construites et les hôtels affichent complets. Tout ceci pour le 31e sommet ordinaire de l'Union africaine qui doit réunir une quarantaine de chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron. Les détails. Comme à chaque sommet, les dirigeants africains se pencheront sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau flotte pour la première fois sur la capitale mauritanienne à l'occasion de ce sommet avec celui des autres membres de l'Union africaine. Les odes de centaines de milliers d'Africains, essentiellement vers l'Europe, réunis en sommet ce jeudi sur cette question, ne figurent pas au programme officiel. L'Afrique perd au minimum 50 milliards de dollars par an du fait de ces flux illicites. Il est évident que la rétention de ces ressources sur le continent aiderait grandement à financer son développement. Nous devons aller au-delà des incantations pour marquer l'engagement à lutter contre la corruption, du saut de l'action et du concret. 40 États africains ont signé l'accord de création d'une zone continentale de libre-échange. Nous nous attendons à ce que cette zone ait des répercussions positives sur l'Afrique, puisqu'elle contribuera au renforcement des échanges commerciaux et de la libre circulation des personnes et des biens au bénéfice des populations africaines.
Au sommet, le président rwandais Paul Kagame doit présenter un nouveau rapport sur une réforme institutionnelle de l'Union africaine, visant notamment à garantir l'autonomie financière de l'organisation pour lui donner les moyens de sa souveraineté politique. Le budget de l'Union africaine provient à plus de 50% des bailleurs étrangers et ces programmes sont financés à 97% par les donateurs. Pour réduire cette dépendance, la réforme prévoit le prélèvement dans chaque pays d'une taxe de 0,2% sur des importations. En Gambie, le gouvernement met en vente des biens de l'ancien président Yaya Jammeh, des biens qu'il n'a pu emporter en exil en Guinée équatoriale. Les autorités gambiennes espèrent récolter de la vente quelques 10 millions de dollars, soit environ 8,5 millions d'euros. La vente des biens de l'ancien président gambien Yaya Jammeh concerne pour l'instant une trentaine de voitures de luxe ainsi que plusieurs avions que l'ancien leader, au pouvoir durant 22 ans, aurait acquis avec de l'argent de l'État. Ils sont mis en vente en même temps que 4 terrains non bâtis situés dans le secteur le plus coté du pays. Du bétail qui se trouvait sur ces fermes a déjà été vendu en début d'année. Avec le gouvernement, nous travaillons actuellement sur la création d'un portail Internet où tous ces biens seront postés et toutes les informations concernant ces biens, que ce soit les voitures ou les avions, seront disponibles pour que le public y ait accès. Il y a un compte pour le recouvrement des avoirs qui a été ouvert à la Banque centrale. Donc l'argent de tous les biens vendus ira sur ce compte. Maintenant, la façon dont ces fonds seront utilisés dépend du gouvernement. Ils pourraient être utilisés pour compléter le budget. Nous avons pris la mesure de précaution de vendre ces voitures et ces avions pour empêcher qu'ils ne se détériorent davantage, car ils n'auraient plus aucune valeur pour le gouvernement. Si Jammeh veut revendiquer un titre de propriété, il devrait se manifester avec cette requête. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons que ces voitures, ces biens, ont été acquis avec de l'argent public. Ils appartiennent à juste titre à l'État. Lors d'une conférence internationale sur la Gambie en mai dernier à Bruxelles, le président Adama Barrow a dit avoir trouvé une économie sinistrée, dénonçant le pillage des maigres ressources étatiques par son prédécesseur. Selon son directeur financier, Yaya Jammeh avait acheté les avions grâce à des prêts consentis par la Social Security and Housing Finance Corporation, une institution publique en principe chargée d'administrer des fonds destinés au financement de la sécurité sociale, des maladies professionnelles et à la construction de logements. Je l'annonçais en titre, l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé jeudi soir la libération de Derna, bastion des islamistes radicaux et seule ville de la région orientale qui échappait à son contrôle. Il a promis aux habitants de Derna une nouvelle ère de liberté, de sécurité et de paix. Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna, ville chère à tous les Libyens, a annoncé le maréchal Khalifa Haftar dans un discours à la télévision faisant état d'une journée glorieuse. Plus tôt, un porte-parole de l'armée nationale libyenne, autoproclamé et dirigé par Haftar, avait indiqué que l'armée a pris d'assaut le dernier bastion de l'organisation d'Al-Qaïda dans le centre-ville. La ville était sous le contrôle d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes hostiles à la fois à Haftar et au groupe État islamique. Bête noire des islamistes, Haftar soutient un gouvernement parallèle qui exerce son pouvoir dans l'Est libyen et qui conteste l'autorité du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli. Il est accusé par ses détracteurs de vouloir se débarrasser de ses adversaires en les qualifiant de terroristes en vue de prendre le pouvoir et d'instaurer une dictature militaire en Libye. Dans son discours, il s'est félicité des victoires écrasantes successives en allusion à Derna et la reconquête la semaine dernière du croissant pétrolier, poumon de l'économie situé dans le nord-est du pays. Ces sites pétroliers étaient sous le contrôle de l'ANL depuis septembre 2016, avant qu'un groupe rival n'attaque le 14 juin les terminaux de Ras Lanouf et d'Al Cedra, deux principaux sites par lesquels le pétrole libyen est acheminé vers l'étranger. Après avoir repris le contrôle de cette région, une semaine plus tard, Haftar a annoncé la remise de toutes les installations sous le contrôle de son armée à la compagnie du pétrole du gouvernement parallèle basé dans l'Est.
Une décision rejetée mercredi par plusieurs pays occidentaux et l'ONU. Incendie meurtrier dans la nuit de mercredi à jeudi au Kenya. 15 personnes ont perdu la vie et plus de 70 autres ont été blessées dans ce drame survenu dans le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale, Nairobi. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans un dépôt de bois du populaire marché de Gikomba, dans l'est de Nairobi. L'incendie a détruit d'innombrables étals faits de bois et de bâches en plastique et les autorités avaient des difficultés jeudi à contenir leurs propriétaires. Une quinzaine de pertes en vies humaines sont déplorées alors que plus de 70 personnes étaient par ailleurs soignées, principalement à l'hôpital Kenyatta. Nous sommes dégoûtés par ce que le gouvernement essaie de faire. Les mines de charbon de Kitui et l'usine de charbon à Lamu. Nous savons grâce à nos recherches et notre expérience d'autres endroits du monde que ce genre de projet apporte de la souffrance. Nous avons été vraiment blessés par cela, car chaque année, nous subissons des pertes à cause d'incendies et nous ne pouvons pas dire si c'est criminel ou si c'est dû à une panne électrique. Depuis 2010, nous subissons beaucoup de feux et à chaque fois, on nous dit qu'il y aura des enquêtes. Aujourd'hui, par exemple, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est de l'enquête de l'année dernière. Nous savons aussi que le directeur de cabinet de l'Intérieur a ordonné un rapport sur le feu de l'école de Moi et nous n'avons pas de nouvelles. La question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ordonne des enquêtes et nous n'en connaissons pas le résultat et il y a toujours des morts. Parmi les victimes, figurent au moins 4 enfants. Les services de secours continuaient leurs recherches jeudi. De nombreux pompiers ainsi que l'armée kenyane ont été dépêchés sur les lieux, notamment pour récupérer 9 corps se trouvant dans un bâtiment jouxtant le marché et vers lequel s'est propagé l'incendie. Le marché de Gikomba, connu notamment pour la vente de vêtements et chaussures de seconde main, a subi plusieurs incendies ces dernières années. En octobre 2017, le feu avait détruit une grande partie du même marché. Le sommet Climate Change Afrique 2018 d'Abidjan, qui rassemble les acteurs non étatiques du climat en Afrique, a été lancé en Côte d'Ivoire. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre respectivement le président de l'association Climate Change Afrique 2018 et le ministre ivoirien en charge de l'environnement. Abidjan est un point de départ extrêmement ambitieux pour renforcer l'action sur le continent africain à partir des propositions des acteurs africains. Si toutes nos sociétés, partout dans le monde, ne font pas leur part dans la lutte contre le dérèglement climatique, alors aucune de ces sociétés, qu'elles soient africaines, européennes ou d'ailleurs, n'y survivront. Le potentiel africain est tel que si les modèles de développement qui nous ont conduits dans l'impasse, mis notre planète en danger, sont reproduits ici, alors nous savons l'inéluctable de la catastrophe climatique. Nous l'avons connu ici même à Abidjan il y a encore quelques jours. Les sociétés africaines seront les premières victimes de ce dérèglement. Il nous faut donc être cohérents sur l'ensemble de la planète. L'efficacité de la lutte contre les changements climatiques commande une synergie d'action avec plus de responsabilité et de solidarité à tous les niveaux de gouvernance. C'est donc un impératif pour nous tous de renforcer les initiatives ambitieuses qui intègrent tous les acteurs de développement pour mieux faire face aux menaces liées au changement climatique. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à chacun et à tous.